Je donne maintenant la parole à Madame Goffinet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et donc, je vais commencer par encore, moi aussi, une petite question. Alors, il y a en tout cas un bonus pour celles et ceux qui ont lu Plein Soleil, le journal de l'ACRF, parce que la question est dedans. Selon vous, quand est-ce que l'égalité des femmes et des hommes a été inscrite dans la Constitution belge? Constitution qui date de 1831, je vous rappelle. Est-ce que c'est en 1921, 1948? 1970 par là. Oui. Si, ça y est, et en 2002, le 8 mars 2002, ajouté à l'article 10 et 11 de la Constitution. Donc il a fallu quand même, depuis 1831, un long bout de temps, et ça montre qu'effectivement, le processus est effectivement très, très lent. 2002, c'est aussi l'année où effectivement l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a été créé, puisque les directives européennes exigent que dans chacun des 28 États membres maintenant, il y ait une institution indépendante qui permette aux femmes et aux hommes de porter plainte et d'être accompagnés dans le traitement de leurs plaintes, y compris en justice si c'est nécessaire. Et donc, la Belgique, petit pays, membre fondateur de l'Union européenne, ne fait jamais les choses comme les autres, parce qu'on est en fait le seul pays où il y a 2 organismes de promotion de l'égalité et de lutte contre les discriminations. L'Institut étant compétent pour les discriminations sur base du sexe et les motifs assimilés que sont la grossesse, l'accouchement, la maternité et le changement de sexe, et les 18 autres motifs de discrimination, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, la fortune, il y en a encore pas mal d'autres, sont de la compétence du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Alors, on est en Belgique encore, il y a un seul motif de discrimination au niveau des directives européennes qui n'a pas d'organisme indépendant, c'est la discrimination sur base de la langue. Bon, je ferme la parenthèse. Et le premier gros paquet dont on a décidé pour ce soir que j'allais parler, c'est évidemment tout ce qui est les discriminations qui existent encore dans le monde du travail. Puisqu'en fait, la première législation belge à travail égal, salaire égal, elle date de bien avant le changement de la Constitution, elle date de 1975. Les premières législations en matière d'égalité de traitement professionnel et dans l'accès à la formation et aux activités d'indépendants. Donc, malgré cette législation datant de 1975, législation qui, comme souvent en matière d'égalité, il y a des obligations, mais comme ces obligations ne sont pas assorties de sanctions, je vous laisse deviner l'effectivité de ces obligations. Et donc, quand on parle chiffres, et donc c'est une des missions de l'Institut pour l'égalité, c'est effectivement de faire des recherches, de faire des recherches, d'éditer des chiffres pour qu'effectivement on puisse donner une visibilité aux discriminations de manière à pouvoir élaborer des plans pour y remédier. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous assommer de chiffres ce soir. Tous ces chiffres, toutes ces publications, j'en ai amené quelques-unes qui sont là à votre disposition sur la table. Elles sont toutes à disposition gratuitement
à la fois sur le site de l'Institut où vous pouvez les télécharger, mais vous pouvez envoyer un mail et on vous les envoie dans votre boîte aux lettres, etc. Donc, il ne faut pas nécessairement toutes les télécharger, mais c'est important d'avoir ces chiffres. Alors, au niveau de l'écart salarial, malgré cette législation datant de 1975. Si on prend les chiffres que nous avons publiés l'année passée, quand on compare l'ensemble de la masse salariale des femmes et toute la masse salariale des hommes en Belgique, on arrive à, quand on regarde le salaire horaire, à une moyenne, un écart de 10% par heure de travail. Alors, ça peut paraître pas trop, mais néanmoins, c'est vraiment pas le chiffre qui est réel, puisque quand on regarde sur l'année, quand on compare le salaire annuel, cette différence, c'est de 23% en moyenne. Ce qui reste quand même énorme. La différence entre le 10% et le 23%, le plus gros facteur explicatif, c'est le travail à temps partiel des femmes, puisque ce travail à temps partiel, il est à l'heure actuelle de 44,9% des femmes qui travaillent à temps partiel. Tandis que les hommes, sur l'ensemble des hommes qui travaillent, les hommes qui travaillent à temps partiel est de 9,5%. Ce qu'il y a, c'est que quand on regarde un petit peu plus les chiffres, les hommes qui travaillent à temps partiel, généralement, c'est soit pour se former, soit pour travailler comme indépendant, à titre complémentaire, et on le voit notamment dans le secteur hospitalier. Le travail à temps partiel des hommes est valorisé par leur autre temps partiel à titre privé, tandis que une femme avec le même diplôme dans la même situation, par exemple dans le monde hospitalier, mais qui travaille à temps partiel pour s'occuper de ses enfants, ça a un effet négatif. Donc, même derrière le temps partiel, il y a encore des explications qui sont tout à fait différentes en fonction de son sexe. Là où il nous paraît intéressant d'insister sur l'écart salarial, c'est que l'écart salarial, c'est effectivement maintenant au moment où on gagne sa vie, mais on ne met jamais assez en évidence, c'est tous les effets dérivés, c'est l'allocation de chômage qui est calculée sur le salaire, c'est les indemnités maladie, c'est les indemnités invalidité, c'est les indemnités du Fonds des accidents de travail, c'est les indemnités du Fonds des maladies professionnelles, et enfin, c'est les pensions. Et donc, si on regarde l'écart des pensions pour les femmes, pour les salariés, il est de 23%, et il est de 33% pour les indépendantes. Donc, et ça, c'est jusqu'à la mort, hein, c'est jusqu'au cercueil qu'on traîne cette différence. Donc l'important, c'est, et sur les indemnités, les droits dérivés, on ne sait pas intervenir. Donc c'est vraiment sur l'écart salarial dans l'entreprise qu'il faut effectivement s'axer pour que le réduire là, et après que ça puisse avoir un effet sur les autres domaines de la sécurité sociale. Alors, autre gros point, grosse différence, tout aussi importante, me semble-t-il, que l'écart salarial, et dont on a aussi tendance à ne pas trop parler, c'est le problème pour les femmes qui travaillent d'accès à la formation en cours d'emploi. Alors, toutes les statistiques montrent qu'effectivement, actuellement, les filles sortent plus et mieux diplômées que les garçons, mais ces diplômes supplémentaires ne donnent effectivement aucun euro en plus au moment du premier emploi, ni au cours de la carrière, mais où on voit un
très très sérieux fossé, c'est pour la formation en cours d'emploi pendant toute la carrière des femmes. Pour ne citer qu'un tout petit exemple qui est le congé éducation payée, donc la manière dont effectivement l'employeur est remboursé du salaire et des charges patronales pendant la formation par le ministère de l'Emploi. Le congé éducation payée était masculin à 92% jusqu'en 2004. Alors pourquoi est-ce qu'il était si important jusqu'en 2004 ? C'est parce que jusqu'en 2004, le congé éducation payée était réservé aux travailleurs et travailleuses à temps plein. Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les organisations syndicales ont réussi à faire sauter cette discrimination indirecte dans la législation. Et donc vous voyez que ce changement des législations, il est quand même encore relativement récent, puisque c'est en 2004 qu'on a seulement fait sauter cette discrimination indirecte. Et donc actuellement, le congé éducation payée n'est masculin qu'à 80%. C'est pas encore beaucoup de gagner. Alors il y a effectivement aussi plusieurs facteurs explicatifs. Bon, d'abord, l'enveloppe n'a pas augmenté, donc tous les hommes qui étaient dans le système se sont pas nécessairement retirés pour faire la place aux femmes. Mais surtout, c'est encore une fois notamment le piège du travail à temps partiel qui joue beaucoup dans les mentalités, non seulement des femmes elles-mêmes et de l'ensemble de la structure du monde du travail, puisque les employeurs, qu'ils soient hommes ou femmes, ou la hiérarchie, qu'elle soit féminine ou masculine, si vous n'êtes de toute manière là qu'à 50% du temps, si en plus sur ce 50%-là, on doit vous envoyer en formation, ça pose effectivement des problèmes qui montrent qu'on n'est effectivement pas plus, il n'y a pas plus d'accès des femmes à la formation en cours d'emploi, et ces chiffres se montrent tous les ans dans les bilans sociaux que les entreprises envoient à la centrale des bilans de la Banque nationale. Il y a vraiment ce déficit en termes de formation en cours d'emploi qui est très marqué, et c'est un effet pervers par rapport au salaire, parce que si vous ne vous formez pas, vous n'avez pas de nouvelles qualifications, vous ne progressez pas dans l'entreprise, vous n'allez pas vers des fonctions supérieures, etc. Donc c'est vraiment le cercle vicieux par essence. Alors dans le monde du travail, une autre manière de montrer l'ensemble des discriminations, c'est, vous avez sans doute déjà entendu parler du plafond de verre. Donc c'est la manière dont effectivement les femmes à un moment donné ne progressent plus dans la hiérarchie des entreprises. Et donc c'est notamment sur base de ce constat-là qu'en 2011, il y a eu une loi sur le quota de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse, des entreprises publiques autonomes et des entreprises faisant appel à l'épargne publique. Enfin, tout ça, ça ne fait jamais que 200 entreprises en Belgique. Hein, donc les titres sont longs, mais ça ne fait pas nécessairement beaucoup d'entreprises, puisque la Belgique, c'est un pays de PME essentiellement, et que les PME ne se retrouvent pas dans ces trois descriptions. Sur le marché de l'emploi, il y a un autre phénomène qu'on pourrait parler de parois de verre ou de parois de cristal, comme disent les collègues québécoises. C'est déjà au niveau du choix des études et des professions. 60% des femmes qui travaillent en Belgique ne travaillent que dans une petite dizaine de secteurs et ces secteurs, c'est l'éducation, soins aux personnes, c'est vraiment très, très concentré, tandis que les hommes, on les retrouve dans les 250 commissions paritaires telles qu'organisait le marché le travail en Belgique. Donc vraiment, les femmes sont vraiment fortement
concentrés dans des professions uniquement féminines et généralement à carrière plate, que ce soit les aides familiales, les aides seniors, c'est pas des fonctions qui permettent effectivement de faire une carrière ascendante. Et alors, on peut décrire les problèmes de l'emploi avec un troisième facteur qu'on appelle le plancher gluant. C'est la manière dont, effectivement, les femmes sont retenues vers le bas par l'ensemble du poids des normes dans le monde du travail. C'est le manque de places d'accueil dans les crèches, c'est le problème de l'accueil des enfants après l'école, etc. C'est tout ce qui fait qu'effectivement, dans la non-répartition équitable entre le père et la mère des tâches familiales et ménagères, qui fait qu'effectivement les femmes ne peuvent effectivement pas se consacrer de la même manière à leur carrière. Ces inégalités hommes-femmes, on les retrouve encore en matière de santé et sécurité au travail, par exemple. Il y a très peu d'analyses en termes de genre, en termes du poids et de l'effet du travail sur la santé des femmes et des hommes. Et par exemple, pour ne citer qu'un autre tout petit exemple, au niveau des équipements individuels de protection, de prévention, tout est fabriqué sur un modèle masculin, que ce soit les chaussures de sécurité, l'ensemble du matériel individuel de sécurité pour les travailleurs. Et après, dans les entreprises, on s'étonne que les femmes ne veulent pas porter ces équipements de sécurité, mais ils ne sont vraiment pas réalisés ni pensés par rapport à elles. Et donc, rien qu'en termes de santé et de sécurité, il y a là des différences qu'il faut absolument travailler si on veut continuer à progresser. Le dernier point que je voulais pointer vraiment au niveau du travail, c'est au niveau des plaintes que nous recevons à l'Institut, puisque globalement, si on prend 100 plaintes sur l'année passée, par exemple, il y en a 50% qui sont déposées par des femmes, et c'est à peu près toujours dans le travail, 40% par des hommes, et donc là c'est plus en matière de biens et services, d'assurance et des choses comme ça. Bon, il arrive d'avoir effectivement un homme avec un diplôme de périculteur à qui on dit noir sur blanc dans une crèche communale, vous n'êtes pas engagé parce que vous êtes un homme. Donc on a aussi ce type de plainte-là. Mais le gros des plaintes, c'est licenciement pour cause de grossesse. Ça reste malheureusement notre core business, comme je dis, ça reste vraiment le gros des plaintes qu'on est obligé de traiter. Alors la protection de la maternité, bon, c'est inscrit dans la loi depuis 1971, donc encore avant la Constitution, à travail égal, salaire égal, etc. Et donc, en cas de licenciement d'une femme enceinte, il y a effectivement une indemnité compensatoire de 6 mois qui est prévue par la loi, mais c'est 6 mois depuis 1971. Et donc, ce qu'on constate, c'est que les employeurs, ils mettent ces 6 mois directement dans le chèque de licenciement au moment où la femme donne son certificat de grossesse. À peu près en mouvement de retour, il y a un C4 avec le chèque. Donc, ça reste assez interpellant. Donc on est parvenu il y a 3 ans à faire jurisprudence à la Cour d'appel
à Liège, où effectivement l'employeur a été condamné à 6 mois d'indemnité compensatoire au nom de la protection de la maternité, plus 6 mois au nom de l'égalité homme-femme et de la discrimination directe sur cette base. Et on voit qu'effectivement, 12 mois complets de salaire est quand même quelque chose qui fait un petit peu plus réfléchir. Je dis bien un tout petit peu plus, hein, c'est pas miraculeux, mais c'est un des problèmes dans l'ensemble des plaintes que nous traitons à l'Institut. C'est la même chose au Centre pour l'égalité des chances. C'est à peu près 3% des plaintes que nous recevons qui aboutissent effectivement en justice avec un procès, etc. Généralement, notamment en matière du travail, généralement il y a une transaction. La personne, et particulièrement les femmes dans notre cas, en sortent avec un chèque, mais pas de retour à l'emploi, etc. Et une transaction, ça veut dire qu'en fait, on n'en parle pas, on ne peut pas citer le nom de l'entreprise, on ne veut pas aller dans la presse, etc. Et donc, c'est important de pouvoir de temps en temps faire de la jurisprudence pour faire avancer les choses. Mais ce qu'on se rend compte en matière de grossesse et de maternité, c'est que les femmes ont elles-mêmes complètement digéré cette discrimination, particulièrement depuis 2008 avec les discours sur la crise. On se rend compte qu'effectivement, elles trouvent normal de recevoir leur C4 pour rester à la maison auprès des enfants, parce que ça évite la délinquance, parce que on leur a dit que pour être une bonne mère, il fallait allaiter jusque 2 ans, etc., etc. Et on voit que c'est vraiment des discours qui sont vraiment malheureusement très ancrés dans les mentalités, dans les têtes. Mais voilà le premier thème sur le travail. Maintenant, la parole est à vous, des questions, des commentaires, des expériences pendant une dizaine de minutes. Bonsoir. Je vais peut-être ouvrir le débat en soulevant la question aussi des a priori que les gens ont sur le rôle des hommes et des femmes dans le travail. On parlait de la problématique du temps partiel notamment, bon, il y en a d'autres, mais souvent je pense que au-delà des aspects législatifs, les hommes sont souvent aussi très mal perçus quand ils viennent avec des requêtes liées à j'aimerais plus m'occuper de mes enfants, je souhaiterais travailler moins, ce genre de choses. Et voilà, je crois qu'il y a une espèce de polarisation. On considère qu'un homme doit vivre pour sa carrière, qu'il doit toujours être là à plein temps, enfin même plus. Non, vous avez effectivement tout à fait raison. Et donc, en tout cas pour le moment, on prépare avec Philippe Courard, le secrétaire d'État aux familles, un guide sur la sensibilisation de l'ensemble des partenaires du monde du travail. Et j'expliquerai tout à l'heure aussi l'importance d'inscrire cette problématique dans les syndicats sur la sensibilisation à la parentalité des travailleurs masculins. Parce que c'est vraiment quelque chose qui effectivement n'est pas compris, pas admis. Et il y a une étude de Luxels à la KUL qui montre... Bon, j'aime pas trop parler de cette étude parce que ça illustre tout à fait ce que vous venez de dire. C'est qu'un homme qui effectivement diminue son temps de travail ou interrompt sa carrière pour s'occuper de ses enfants, le paye en cash 3 fois plus cher qu'une femme. Parce que pour une femme, c'est normal. Je suis loin d'être spécialiste là-dedans, mais enfin, je connais mon fils qui travaille et qui a pris, je crois qu'il travaille à 4/5 de temps. Et il y a quand même une législation qui favorise cette décision-là
et il n'est pas payé à 4/5 de son salaire. Il y a une intervention de je ne sais pas qui, d'une caisse, etc., qui fait que il ne perd que moins qu'un 5e. Donc il y a quand même des mesures officielles qui sont faites pour favoriser le temps partiel chez tout le monde, chez les hommes aussi. Il me semble qu'il y a un pays en Europe où les femmes qui sont à la maison pour prendre soin de leurs enfants reçoivent un salaire. Je ne sais pas si c'est un pays nordique. Est-ce que c'est juste? Et si c'est le cas, est-ce qu'en Belgique ou en Hollande, est-ce qu'on fait encore des efforts pour que femmes au foyer reçoivent un juste salaire aussi? Pourquoi les femmes? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas le parent? Mais toute la question qui se pose, c'est à partir du moment où il y a une interruption, que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme, il y a un éloignement du travail de longue durée. Et bon, et pour l'emploi, à la vitesse où les choses changent dans le monde du travail maintenant, déjà parfois un congé de maternité de 3 mois, c'est déjà long dans certaines professions. Est-ce que l'idée, c'est de justement arrêter de penser en congé et en congé longue durée et en congé à temps complet. Alors, le pays dont vous parlez, c'est effectivement l'Allemagne et c'est un congé de 2 ans, mais qui, bon, le contexte de l'Allemagne est aussi très particulier parce qu'il n'y a pas de crèche et l'école commence à 5 ans. Et même à partir de 5 ans, jusqu'à 18 ans, l'école, c'est uniquement le matin. À 13h, c'est fini, l'école est finie, et puis c'est des activités culturelles, sportives, etc., mais qui demandent généralement un parent taxi. Et c'est généralement, effectivement, la mère qui s'y colle. Alors, il y a dans les pays nordiques, effectivement, les congés parentaux qui sont développés relativement différemment de ce qui existe par rapport à la Belgique notamment. Et si je prends le cas de l'Islande, c'est un congé de 3 mois pour la mère, congé de maternité en termes simplement de se remettre physiquement. Puis il y a un congé de 3 mois pour le père et un congé de 3 mois à partager. C'est le modèle le plus égalitaire pour le moment, c'est en Islande. C'est vrai que c'est un problème que nous avons rencontré dans notre mouvement de femmes et nous venons justement de sortir une étude qui intègre des témoignages sur la question de un enfant ou un travail, faut-il choisir? Parce que la question se pose vraiment maintenant. On sait bien que du côté d'une grande enquête qui a été faite auprès d'une grande proportion de femmes, elles disent mais nous voulons un travail pour avoir un revenu, pour pouvoir se nourrir, et nous souhaitons aussi avoir des enfants. Et donc, la question qu'on se posait, mais c'est quelle place la société accorde-t-elle au fait d'être parent et de faire des enfants? C'est vraiment, je pense, une grosse question parce que la conciliation entre vie professionnelle et vie privée semble vraiment la quadrature du cercle. On a observé que que ce soit dans la garde des grands-parents, que ce soit dans des entreprises qui qui accordent des facilités à leur travail. Il y a même des entreprises où le temps de midi, les parents peuvent aller échanger sur le poids qu'ils ont sur le cœur parce qu'ils ont dû bazarder leurs enfants à l'école. Donc il y a des possibilités. On parle aussi de politique temporelle dans les villes pour que les gens puissent vivre leurs tâches administratives, familiales, professionnelles en même temps. Mais à chaque fois, on arrive, il y a toujours des impasses.
Il n'y a pas une solution miracle. Et donc, jusque maintenant, c'est jongler. Et donc, cette étude est là, à votre disposition, prix de 5 €. Elle est toute nouvelle et elle est remplie de témoignages d'hommes et de femmes qui sont passés par là et qui posent des questions. En fait, je ne sais pas si c'est une question, une réflexion, mais je ne suis pas non plus un spécialiste, mais quand je regarde mes 4 enfants qui sont en couple, j'ai l'impression que c'est moins une guerre des sexes qu'une guerre économique, une pression économique. Il faut bosser parce que si on veut acheter une baraque, il faut bosser. Et puis quand on a la baraque, il faut continuer à bosser parce qu'il y a éventuellement une deuxième bagnole. Donc, je me dis, est-ce que on n'est pas une guerre en retard avec la question de l'égalité des sexes, alors qu'en réalité, il faut du pognon pour vivre aujourd'hui parce qu'on est dans une espèce de spirale qui fait que voilà, il en faut plus et encore plus. Moi, j'ai une question sur les 10 petites professions, la dizaine de professions. Ça, c'est quand même un chiffre qui me scie. Pourquoi ? Comment ça se fait que... Bon, j'imagine que dans les professions principalement féminines, il y a évidemment le social, l'éducation, le soin aux autres, les caissières. Mais alors, comment ça se fait que c'est extrêmement peu ? Est-ce qu'il y a une explication c'est le cerveau ? C'est Marthe Vénus. Je pense pas que c'est le cerveau, mais je pense où le problème, au départ, il est en tout cas pas nécessairement dans le monde du travail. Il est dans l'orientation scolaire. Et je me souviens d'une opération qu'on avait faite avec les organisations syndicales à Charleroi, où on était passé dans toutes les classes de 6e primaire de l'entité de Charleroi, dans toutes les écoles communales, pour faire une animation en sensibilisant particulièrement les filles qu'il n'y avait pas que coupe-couture, mais qu'il y avait aussi les maths, des débouchés dans l'informatique, etc. Les filles étaient relativement faciles à convaincre, mais au bout d'une heure, c'est qu'elles nous disaient, c'est quand on rentre à la maison, c'est papa et maman qui ne sont pas du tout prêts à entendre ces discours-là. Donc il y a l'ensemble du système scolaire, les PMS en particulier, qui sont ma tête de turc pour le moment. Il y a le poids des normes dans la famille qui effectivement permet difficilement à des filles qui veulent faire des métiers masculins et à des garçons qui veulent faire des métiers féminins, parce que c'est dans les deux sens. Et donc avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis 2 ans, il y a une grosse opération qui s'appelle Girls Day, Boys Day, qui aura lieu cette année du 30 mars au 3 avril, où avec les coordinations provinciales, parce que les coordinations provinciales, c'est un subside à la fois du fédéral de l'Institut, de la Fédération Wallonie et de la Wallonie, où on essaye d'aller faire des animations dans un maximum de classes, sur la déségrégation des choix professionnels, et aussi de leur faire rencontrer des témoins, donc des femmes exerçant des métiers masculins et des hommes exerçant des métiers féminins, et de faire un petit peu changer les choses par rapport à ça. Mais c'est un dossier vraiment lourd et long. Bonsoir. Que pensez-vous de la surféminisation de l'enseignement et des inconvénients que ça peut... Je crois qu'on avait autrefois, il y avait des profs, hommes. Maintenant, il n'y a plus d'instituts hommes ou quasi. Et on est devenu un monde qui est complètement renversé. Qu'est-ce que vous en pensez comme des causes et des effets? En tout cas, les effets, c'est désastreux.
Les causes, ça tient en partie à la dévalorisation, notamment financière, de ce type de métier. Et qu'effectivement, c'est vraiment très important que dans l'ensemble des métiers de l'éducation, du social et des soins, on commence à effectivement essayer de voir les apports de la mixité des équipes, mais y compris dans les maisons de repos. Je pense que c'est aussi important, mais dans les crèches et à l'école, encore plus, je dirais, où et effectivement, il y a des enfants qui se trouvent avec des modèles féminins depuis la crèche, au moins jusqu'à l'UNIF, s'ils vont jusque-là. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment un problème d'égalité des femmes et des hommes. Justement, une question pour rebondir sur celle de la dévalorisation progressive des métiers féminins, enfin, ou traditionnellement féminins, tel que vous le disiez. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette dévalorisation dans la mesure où ces métiers sont principalement des métiers publics, donc payés par l'État, et que finalement elles ont été progressivement dévalorisées? Est-ce que ce n'est pas globalement tout ce qui est féminin qui a été dévalorisé? Je pense qu'effectivement, ça fait partie des questions à se poser, et on a aussi beaucoup poussé les filles, les femmes à se former pour être profs. Comme ça, elles auront les mêmes horaires que leurs enfants, les mêmes congés scolaires, etc. Et on est dans une espèce d'horrible cercle vicieux dont effectivement il faudrait sortir le plus rapidement possible. Mais je ferai peut-être la transition avec la deuxième partie, où je voulais plus parler de la place des femmes et des hommes en politique, mais je dirais au sens très large. Donc je vais effectivement parler du politique, mais aussi des syndicats, du monde associatif, etc., où la place des femmes et des hommes est relativement différente. Et donc, en termes d'information, je vais quand même d'abord revenir au changement dans la Constitution en 2002, parce qu'il y en a encore eu plein qui ont été inscrits à ce moment-là dans la Constitution. En fait, il y a eu un premier quota en 1994 au niveau des candidatures sur les listes électorales. Et donc, devant le constat qu'effectivement, il y avait très peu de femmes, non seulement qui se présentaient aux élections, et encore moins qui étaient élues à tous les niveaux de pouvoir, même si effectivement, au niveau communal, les femmes ont pu être élues à partir de 1921. Pour le fédéral, il a fallu attendre 1948 pour avoir première femme au Parlement en 1949. Donc c'est des choses qui sont pas si vieilles que ça. Et donc en 1994, on a eu le premier quota en Belgique. Le mot qui fait peur. Et donc, la loi Smet-Toback en 1994 a instauré le fait qu'il ne pouvait pas y avoir sur les listes plus de 2/3 de personnes du même sexe. Le premier effet en 1995, il y a un parti en Belgique qui a disparu de la carte, c'est le Parti féministe unifié, qui a refusé de mettre 1/3 d'hommes sur ses listes. Et donc, la loi Smet-Toback en 1994, il y a effectivement une sanction par rapport à ce que je disais tout à l'heure dans le monde du travail, où il y a plein d'obligations sans sanction, puisque depuis 1994, si ce quota
là, un tiers, deux tiers n'était pas respecté. Comme exemple avec le Parti féministe unifié, il n'y avait pas un tiers d'hommes ou il n'y avait pas un tiers de femmes. La liste n'existe pas, elle n'est pas validée par le tribunal et donc on ne peut pas voter pour elle. Elle n'existe pas. En 2002, on a inscrit dans la Constitution non plus un tiers, deux tiers, mais 50-50. On a inscrit la parité. Ce qui est le plus difficile en imposant des quotas, c'est le premier pas. Donc, effectivement, les discussions pour arriver en 94 à ce premier quota, un tiers, deux tiers, c'était très difficile. En 2002, on est passé à 50-50, plus personne n'en a parlé. Donc, c'est vrai que c'est un avantage d'avoir des quotas progressifs. C'est le premier pas qui coûte très cher en termes de discussion et de négociation. Après, l'augmenter, ça semble plus facile. Donc, depuis 2002, sur les listes, c'est 50-50. Avec une mesure supplémentaire, c'est qu'il faut l'alternance des sexes sur les 3 premières places. Donc, en Belgique, à l'heure actuelle, il n'existe pas d'obligation de ce qu'on appelle la tirette. Donc, l'alternance homme-femme jusque tout en bas de la liste. Donc, s'il y a alternance sur les 3 premières places, après ça, on peut continuer à mettre que des hommes et puis que des femmes en bas. Pour les élections communales de 2018, à Bruxelles-Capitale pour les 19 communes et en région wallonne, il a été voté qu'il y aurait pour les élections communales l'obligation de la tirette, donc à Bruxelles et en Wallonie. Mais vous voyez bien qu'au nombre de femmes élues, c'est pas parce qu'il y a autant de candidates que de candidats. Au niveau des résultats des élections, on n'arrive pas à effectivement 50-50. Et donc, en 2002, on a encore mis une troisième chose dans la Constitution, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir un seul exécutif en Belgique sans au moins une femme. Ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir aucun gouvernement fédéral, régional, communautaire, provincial, communal et conseil du CPS sans au moins une femme. Donc ça, c'est inscrit dans la Constitution en 2002. Élections communales qui suivent, octobre 2006. Pour une commune sur 6 en Belgique, c'est la première fois qu'il y a une femme au niveau du collège des bourgmestres et échevins. Donc il y avait encore et toujours des communes où il n'y avait aucune femme. On regarde, que ce soit 2006 ou 2012, résultat des élections communales, il n'y a jamais que 10% de postes de bourgmestre qui sont occupés par des femmes sur les 595 communes belges. Donc, ce n'est pas parce qu'on met des quotas au niveau des candidatures que le mouvement est très rapide à tous les niveaux de pouvoir. Et donc, toujours avec ce au moins une femme par exécutif, les élections régionales de 2005, en communauté germanophone, les 3 ministres sortants sont réélus tous les 3. Il n'y en a aucun des 3 qui avait démérité, mais problème, ne pouvaient pas siéger à 3. Et donc, en communauté germanophone, en 2005, ils ont créé un 4e poste de ministre
occupé par une jeune femme en charge de la famille, des enfants et des personnes âgées, pour pouvoir siéger valablement suivant la Constitution. Ce qui dans les communes on ne peut pas faire, puisque la loi communale impose le nombre de personnes au niveau du collège en fonction du chiffre de population de la commune. Donc c'est aussi d'autres petites mesures que le quota qui effectivement permettent que les choses avancent lentement. Jusqu'à présent, ce qu'on avait constaté au niveau de la Belgique, c'est que l'ensemble des partis, tant au nord qu'au sud du pays, là le comportement il est à peu près le même. En tout cas, dans un premier temps, on a plus facilement envoyé des femmes à l'Europe qu'au niveau communal. Les négociations au niveau local sont effectivement plus rudes. Et ce qu'on doit constater depuis tous ces changements dans la Constitution en 2002, c'est que les femmes, et tous partis confondus, font un mandat de 6 ans, 2 mandats, quand elles n'abandonnent pas en cours de mandat. Et donc vraiment, au niveau local, il y a vraiment une difficulté pour les femmes dans tous les partis politiques d'effectivement pouvoir assumer pleinement la charge politique. Et elles disent que c'est le poids des normes masculines qui fait que les décisions sont prises à la 3e mi-temps au café quand elles sont rentrées à la maison, que les petites blagues sexistes à longueur de temps, à longueur de réunion, font qu'à un moment donné, elles ont autre chose à faire que de continuer à assumer ça. Et donc, pour les hommes, on voit que quand ils rentrent en politique, c'est jusqu'à leur mort, quoi. Et donc, un effet des quotas en politique, c'est que non seulement ça féminise un tout petit peu les assemblées, mais ça la rajeunit fortement. La moyenne d'âge, depuis qu'il y a les quotas en politique, la moyenne d'âge à tous les niveaux, que ce soit communal, provincial, communautaire et fédéral, a vraiment rajeuni. Donc comme quoi les quotas hommes-femmes, ça a aussi d'autres effets. Au niveau de la place des femmes, bon ça c'est au niveau politique, et je veux dire qu'on retrouve les mêmes difficultés dans les organisations syndicales, par exemple. Et donc, la loi Smet-Tobac prévoyait en 1994 pour les élections sociales, où, effectivement, on ne peut pas dire que dans toutes les entreprises du pays, on va mettre un tiers ou la moitié de femmes. Je veux dire, chez ArcelorMittal, on ne sait pas les cloner, les inventer. Donc, ce qu'on disait en 1994, c'est qu'on demandait aux partenaires sociaux que les candidatures de femmes soient proportionnelles à la présence des femmes dans l'entreprise ou dans le secteur. Bon, on ne peut pas dire que ça marche effectivement formidablement bien. Et en 2004, les 3 organisations syndicales en Belgique ont signé une charte sur l'égalité homme-femme. Donc un engagement volontaire, pas une obligation légale. Et donc au mois de septembre de cette année, on va fêter le 10e anniversaire de cette charte avec les organisations syndicales. Et les progrès sont lents, quoi. On ne peut pas dire que... Et c'est vraiment pas un sujet qui vient volontiers à l'agenda, à l'ordre du jour. Et donc, chaque année,
si j'invente pas quelque chose pour les mettre autour de la table, pour les faire réfléchir, pour voir si on avance et quels sont les freins, etc. La charte, on l'oublie très vite. Et donc, ce que j'ai apporté là sur la table, c'est ce que j'appelle la piqûre de rappel. Après les colloques, les livres, etc., c'est un mini-livre qui reprend la charte. Mais au moins, ça, ils peuvent l'avoir dans leur poche. C'est pas lourd à déplacer. J'appelle ça la piqûre de rappel. Mais ça reste vraiment un problème. Au niveau des élections sociales, par exemple, on voit il y a plus de candidates élus au comité de prévention et de protection du travail qu'au conseil d'entreprise, par exemple. Et donc, quand on interroge les femmes, le conseil d'entreprise leur fait peur, c'est un peu éloigné, stratosphérique, ils ont un peu peur qu'on parle d'économie au sens très éloigné. En termes des anciens comités de sécurité et d'hygiène, comme certaines l'appellent encore, elles ont l'impression que c'est plus concret et qu'elles ont plus leur place là et qu'elles peuvent plus apporter des choses au niveau de la prévention et de la protection au travail. Et donc, dans les CPPT, on est à 43% de femmes élues. Il y a une recherche au niveau de la CSC, par exemple, qui montre au niveau interprofessionnel ou alors au niveau des conseils d'entreprise européens, là on parle d'égalité hommes-femmes sans problème. C'est tellement loin, tellement éloigné. À l'interprofessionnel aussi, mais dès qu'on se rapproche du niveau vraiment sectoriel et d'entreprise, les hommes restent majoritaires et en tout cas le sujet pas facilement abordé. Mais il y a dans les organisations patronales, par exemple, c'est pas mieux. Je veux dire que même dans les secteurs très féminisés, y compris sur le banc patronal, on ne trouve pas nécessairement les femmes non plus. Alors, petit exemple, parce que j'ai travaillé sur la commission paritaire 318 des aides familiales et des aides seniors. C'est 38 services en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, au niveau de l'emploi, à l'époque, on était à 98% de femmes, quelque chose comme ça, au moins. Au niveau des assemblées générales de ces services, on n'est plus qu'à 60% de femmes. Au niveau des conseils d'administration, 40% de femmes. Et au niveau des présidences de conseils d'administration, 10% de femmes. Et donc, dans l'ensemble du monde associatif, on trouve cette même représentation au niveau du pouvoir et des postes à responsabilité. Et donc, demain, la Fédération Wallonie-Bruxelles sort un guide sur cette question-là, de la place des femmes dans les associations, y compris dans le monde sportif. Ça reste vraiment, et tout secteur confondu, que ça soit la culture, le théâtre, l'éducation permanente. Et donc, il y a beau avoir notamment une législation sur minimum 33% de femmes dans tous les conseils consultatifs, etc. D'abord, c'est comme il n'y a pas de sanction, ce 33%, il reste très, très théorique, notamment dans le monde culturel. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est important de mettre à l'ordre du jour. Et il y a toujours la même problématique que je comptais aborder tout à l'heure, c'est
comme il n'y a pas de partage équilibré des tâches familiales et ménagères entre le père et la mère, c'est vrai que les femmes ont moins de temps, non seulement pour elles-mêmes, pour de la pratique sportive, pour la vie associative et y prendre des responsabilités. Et puis, on ne peut pas dire que nécessairement les hommes aient envie de laisser leur place. En tout cas, ça, dans les partis politiques, on l'entend quand même souvent, c'est qu'ils ne voient pas pourquoi ils devraient laisser leur place. Voilà, la parole est à vous sur ce sujet douloureux. Bonsoir. Moi, j'ai l'impression, enfin, j'en sais rien, c'est l'impression que j'ai. Je suis étudiante et je suis un peu investie dans le mouvement étudiant et j'ai l'impression que de plus en plus, justement, les jeunes de mon âge, les jeunes femmes de mon âge essayent de se bouger un peu. Pardon. Je vois par exemple, je suis entre autres investie à la FEF et je vois que notre présidente, c'est une présidente justement, et donc, et même dans le bureau de la FEF, on reste majoritairement féminine. Donc voilà, c'est peut-être déjà un petit pas avancé. Oui, c'est un peu la même réflexion, mais c'est peut-être l'objectif de votre troisième partie. Dans les deux interventions, on voit toujours, on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, et on voit que c'est surtout au niveau de la parentalité que tout se joue. J'habite à Louvain-la-Neuve, je suis dans une ville étudiante. Effectivement, on voit que au niveau générationnel, cette différence entre les hommes et les femmes, jusqu'à un certain point, cette égalité est peut-être en voie d'être acquise, mais que effectivement, c'est au niveau du moment d'entrée dans la parentalité que tout bascule. Est-ce qu'on ne devrait pas parler d'égalité aussi parentale à ce moment-là pour faire la différence entre l'homme et la femme et la femme parent, la mère, le père, je ne sais pas. Je vais aller dans le sens de Philippe. Il y a effectivement un sociologue en France, Jean-Claude Kaufmann, qui a travaillé à partir de le départ de ces entretiens, c'était l'entretien du linge. Et donc, c'était des couples très, très, très égalitaires au départ, qui partageaient tout, etc. Et en fait, ce qui met en évidence, c'est l'effet pervers du congé de maternité. Où les femmes elles-mêmes disant, puisque je suis à la maison, je vais reprendre la vaisselle, le repassage, le nettoyage, je sais pas tout quoi. Et hop, dès qu'il y a ce réflexe-là, parce qu'apparemment, elles en prennent conscience que après, lors de l'entretien avec le sociologue, je veux dire, mais qu'il y a comme ça des vieux réflexes qui reviennent, et une fois que manifestement elles ont le pied dans cet engrenage-là, on ne revient plus en arrière à une égalité, un partage égalitaire des tâches. Et donc Jean-Claude parle lui vraiment de l'effet pervers du congé de maternité à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est des choses dont on parle pas j'ai jamais entendu qu'au niveau même des séances de préparation à l'accouchement, etc., c'était des choses qui étaient évoquées. Et donc je sais notamment qu'il y a une kiné travaille dans une maternité à Liège, qui a tout le mal du monde à pouvoir essayer de conserver au moment de la préparation de l'accouchement un moment réservé au père pour ne fût-ce que essayer de donner
des petites réflexions par rapport à tout ça, l'ensemble de la structure, et donc elle ne trouve pas un franc pour faire ces machins-là, parce que c'est pas utile, il n'y a pas besoin de ça. Et c'est vraiment une difficulté, mais je pense que c'est avec des petits éléments comme ça qu'effectivement on parviendra à changer les mentalités, en fait. Vous nous avez parlé de tous ces obstacles qui existent encore au niveau de la loi et des mentalités. J'ai parfois l'impression que nous-mêmes, en tant que femmes, nous sabordons, sabotage quoi, de nous-mêmes. Il y a quand même un manque de confiance que nous avons bien intégré dans nos cellules. Et je vois ça dans le cycle de formation. Par exemple, on cherche quelqu'un pour expliquer un sujet. Il y a un homme et une femme. Et pourtant, la femme, elle va dire, non, laisse plutôt cet homme faire ça. Et je trouve qu'en tant que femme, on doit aussi se regarder sincèrement dans les yeux et se dire, mais si je suis contre ce manque de parité, je dois aussi assumer et surmonter mes craintes et mes angoisses et ne pas seulement dire, voilà, c'est la faute des hommes. Je ne sais pas si vous le rencontrez beaucoup dans votre travail. Dans le même sens, on parle, il y a le combat des femmes pour l'égalité. Souvent, les femmes sont en position de faiblesse, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, enfin de domination, c'est aussi un mot très fort, mais je me dis quand même, et ici dans l'Assemblée, il y en a plein, il n'y a que ça d'ailleurs, il y a plein d'hommes qui ne supportent pas non plus que les femmes soient traitées comme ça. Par exemple, j'imagine ces conseils communaux avec plein de réflexions sexistes de bas étage, ou de tas d'endroits quoi, où c'est comme ça. Il y a plein d'hommes qui n'aiment pas ça. Alors, où est cette voie ? Qu'est-ce qui fait éventuellement que dans des assemblées comme ça, des hommes ne disent pas aux autres, j'imagine que ça se fait, mais j'aimerais bien entendre ça, disent, mais arrêtez ce genre de comportement, c'est sexiste, ça n'a pas lieu d'être ici, en bonne démocratie, etc. Et parce que vraiment, c'est tellement fondamental de dire que l'égalité, ce n'est vraiment pas qu'une affaire de femmes et qu'il y a plein d'hommes qui sont tout à fait, évidemment, égalitaires. Mais parce qu'on est vite dans le clivage, est-ce que ça existe ? Oui, je vais revenir à la question après. On essaye effectivement non seulement de soutenir les hommes qui s'engagent pour l'égalité, et donc par exemple en 2007, quand on a eu au niveau du fédéral le seul homme en charge de l'égalité, c'était Christian Dupont. Il a il y a eu une charte. 300 hommes se sont effectivement engagés pour soutenir l'égalité. On a réalisé 3 séminaires. Bon, plus dans des matières différentes, un séminaire plus sur la violence, un en politique et un en emploi. C'est des documents qui sont sur notre site, qu'on essaye de diffuser, etc. Mais c'est pas, ça ne devient en tout cas pas des best-sellers plébiscités. Et donc, mais c'est vrai que c'est par ce genre d'engagement et de soutien de la part de différentes autorités que ça peut effectivement avancer. Là, dans les documents que j'ai amenés, c'est une petite brochure du Conseil de l'égalité des chances. Oui, il y a aussi un calendrier à votre disposition avec 12 dessins de Nicolas Vado sur l'égalité homme-femme, que ce soit par rapport au conseil d'administration, à l'écart salarial, etc. Histoire de chaque mois vous faire penser à un des sujets. Une petite brochure qu'on a déjà éditée en 99,
sur l'idée du Conseil des femmes suédoises, parce qu'effectivement, et donc ces 5 conseils pour qu'effectivement les femmes soient un peu plus assertives, parce et prennent la parole en public et des choses comme ça, se rendent aussi un petit peu plus visibles, parce qu'on voit que c'est souvent une question d'éducation et de culture ambiante, et on le voit particulièrement dans les organisations syndicales, quand il y a une assemblée, les hommes iront systématiquement à la tribune prendre la parole, même si c'est pour redire pour la 20e fois ce qui a déjà été dit, mais ils vont se montrer, ils montent à la tribune, et les femmes, comme ça a déjà été dit, elles restent assises, elles ne vont pas prendre la parole, elles ne vont pas se montrer, elles ne vont pas se lever, etc. Et donc c'est 5 petits conseils pour effectivement s'affirmer un petit peu plus en public, mais ça sert dans la sphère, à se faire respecter dans la sphère privée aussi, même si effectivement nous on l'a pris sous l'angle public. Et bon, on essaye de développer des outils, donc il y a une banque de données qui s'appelle Vegastar, qui réunit 500 femmes expertes, ça va de l'agriculture en passant par l'astrophysique, etc. Parce que notamment au niveau des débats télévisés, on nous dit toujours « Ah mais oui, mais il n'y a pas de femmes expertes ». Donc, on prémâche le boulot de tout le monde avec cette bande de données, mais c'est pas évident, parce que bon, on stagne à 500 depuis 2 ou 3 ans, et donc on s'interroge comment ça se fait que ça n'a pas plus de succès, etc. Et notamment les femmes qui sont expertes dans toutes ces matières pointues, etc., disent, mais bon, pour continuer à relativement bien concilier vie professionnelle et vie privée, j'ai déjà beaucoup de sollicitations, me mettre dans votre banque de données, c'est m'exposer encore plus, et j'ai pas envie, parce qu'effectivement, je suis moins monomaniaque, comme je dis toujours, et qu'elles veulent, dans l'ensemble de leur vie, avoir un meilleur équilibre entre les différentes facettes de la vie privée et de la vie publique. Mais quand j'ai entendu tout à l'heure que c'était essentiellement une question de parentalité, ça m'a un petit peu énervée, parce que je pense que c'est un problème, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on fait de l'attrait des femmes pour les hommes de pouvoir, et pas pour le pouvoir lui-même, on va dire, qui est, selon les études, proportionnel à l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est Elisa Brune qui citait le cas des centaines de lettres reçues par Mussolini, des femmes qui s'offrent, mais des centaines de lettres par jour. Hein. Alors, est-ce que ça existerait encore aujourd'hui? Berlusconi, ça fait pas longtemps qu'il a été un peu chahuté. Et en France, en tous les cas de femmes qui s'offrent aux hommes de pouvoir sont quotidiens aussi. Alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais... et alors, vous parliez de best-seller plébiscité, 50 Shades of Grey, c'est quand même écrit par une femme. Moi, ça m'a un petit peu secoué quand même. Oui, bon, elle effectivement... Bon, d'abord, par rapport au bouquin 50 nuances de gris, d'abord, c'est pas... Culturellement, je pense que c'est pas du tout nécessairement à l'image de la Belgique, et qu'on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, au pouvoir de l'argent, et que c'est vraiment une opération marketing de la part de la maison d'édition, plus qu'à mon avis la qualité du bouquin. Hein. Mais enfin bon, ça... de rien, je trouve, en plus, mais bon, ça c'est vraiment tout à fait personnel.
c'est vraiment, je trouve, le gros coup de com' de marketing. Maintenant, l'attrait des femmes pour les hommes de pouvoir, oui, ça existe, mais je pense que ça existe peut-être dans l'autre sens aussi, j'en sais rien. Mais je pense que comme tout est au niveau... On est quand même encore dans un monde très clivé, notamment par l'éducation, etc. Et donc, oui, ça reflète sans doute, en tout cas, les relations de pouvoir dans la société. Et donc, par rapport notamment au soutien des hommes... Bon, il y en a qui les appellent pionniers de l'égalité. Il y a l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises en France qui a sorti un document assez intéressant sur les hommes sujets et acteurs de l'égalité professionnelle. Et donc on peut aussi le télécharger sur Internet ou je peux l'envoyer, mais ça donne effectivement aussi des pistes de réflexion par rapport à cette thématique-là. Maintenant, pour revenir effectivement aux mesures qui existent en Belgique pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Alors, c'est vrai que les mesures existent, et si on prend par exemple le congé parental, depuis 1997 en Belgique, donc depuis la transposition de la directive des partenaires sociaux sur le congé parental, en Belgique, il a toujours été strictement égalitaire. Et donc, à l'époque, c'était 3 mois pour la mère et 3 mois pour le père. Le problème, c'est que les autorités publiques, en l'occurrence, n'ont jamais insisté sur ces informations-là, et notamment, puisque c'est l'ONEM qui gère le congé parental en Belgique, puisque effectivement pendant le congé, il y a une indemnité forfaitaire qui correspond à l'allocation de chômage minimum, n'a jamais présenté justement cette égalité pour le père et la mère, et a toujours présenté le congé parental comme 3 mois de plus pour la mère en prolongement du congé de maternité. Et donc, effectivement, aussi, les collègues du service public fédéral de l'emploi faisaient une brochure qui s'appelle « Devenir parent tout en travaillant ». Et donc, je ne sais pas si vous... Bon, le titre est neutre, hein, mais la couleur rose layette et la dimension de la photo font que pendant 10 ans, les hommes n'ont jamais vu cette brochure-là. Mais vraiment, ils ne l'ont jamais vue. On faisait le test avec toutes les autres brochures au ministère de l'Emploi et du Travail de cette série-là. Et vraiment, le regard des hommes passait au-dessus. Parce que aveugle aux roses layettes. Alors, bon... mais bon, ça, pour que mes collègues acceptent de changer la couleur de leur brochure, je ne vous dis pas le temps et l'énergie, et ça se compte en années. Hein. Alors, bon, c'est vrai qu'avec d'autres collègues, et notamment la coordinatrice pour Bruxelles-Capitale, donc pas ici celle de la province de Namur, on avait fait aussi une brochure pour l'information sur le congé de paternité et le congé parental pour les hommes dans les 19 communes de Bruxelles-Capitale. Et ben, c'est vrai qu'on a essayé de faire autre chose. Mais c'est vraiment...
c'est dans la communication vraiment de tous les jours qu'il faut faire une attention permanente, que ça soit au niveau des couleurs, au niveau du style. Alors, je ne vous dis pas au niveau de la féminisation de l'écriture, du langage sur les brochures. Le service public fédéral de l'emploi continue à faire l'ensemble de tous ces dépliants en ne parlant uniquement de travailleurs. Et c'est vrai que mettre travailleuses et travailleurs, on n'y est pas habitué, et donc ça choque parfois encore, mais si on continue à n'utiliser que travailleurs, il y a quand même la moitié de la population qui ne s'y retrouve pas, qui ne se voit pas et qui ne se sent pas concernée. Donc vraiment, pour la chancellerie du Premier ministre, on a aussi fait à la fois une checklist et toute une brochure. Il doit y avoir 1 ou 2 exemplaires là sur la table sur le genre dans la communication fédérale. Mais c'est bon, et dans la brochure que la Fédération Wallonie-Bruxelles ferait paraître demain, on insiste aussi, c'est sur les heures de réunion, l'accessibilité des réunions, etc. Si on veut effectivement que les femmes participent, il y a quand même pas mal de questions à se poser, et c'est ce qu'effectivement plusieurs villes françaises, au niveau des politiques temporelles, essayent d'organiser, donc de réfléchir à l'échelle d'une commune ou d'une ville. Si je prends l'exemple de Rennes, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table. Donc c'est la commune, l'entièreté des services municipaux, depuis la bibliothèque, la maison de la culture, les associations, les syndicats, pour discuter notamment des horaires d'ouverture de l'ensemble des services de la piscine communale, de la bibliothèque, avec les opérateurs de transport, etc. Ça ne sert à rien de décider qu'on va faire une nocturne à la bibliothèque le jeudi jusqu'à 21h, s'il n'y a plus de bus pour rentrer chez soi après, quoi. Et donc c'est vraiment toute une réflexion sur ce qu'on appelle les politiques temporelles, donc sur les temps de l'ensemble de la vie dans un territoire. Et on voit, parce que Rennes, ça fait 20 ans qu'ils réfléchissent comme ça, on voit que ça a effectivement des effets positifs sur l'égalité des femmes et des hommes. Et donc il y aura une présentation ici à Namur la semaine prochaine, le 13 après-midi, sur ces politiques temporelles. Et donc on travaille aussi sur cette dimension de l'égalité dans les communes, parce que les communes, c'est un employeur aussi, mais c'est aussi le niveau de service le plus proche de la population. Et donc cette brochure-ci, on l'a fait d'abord en interrogeant les 262 communes wallonnes sur leur perception des discriminations. Et puis, on a essayé de rendre ça lisible en travaillant aussi avec Frédéric Janin pour que l'humour, ça fait parfois plus réfléchir que des pages et des pages de texte que personne ne lit. Donc, on a essayé de faire cet exercice là aussi, parce que c'est aussi l'égalité homme-femme, elle est transversale à tous les autres motifs de discrimination. Généralement, quand on parle d'une personne handicapée, on a un homme blanc en chaise roulante.
Or, dans la population handicapée, il y a 50% de femmes. Petite anecdote, la police fédérale engageait, dans le cadre de sa politique de diversité, des personnes malvoyantes pour faire les écoutes téléphoniques. On est dans le cadre de la police, donc généralement encore un univers très masculin, des images très masculines. C'est une femme chef de projet, mais qui n'a jamais pensé un seul instant qu'il pouvait y avoir des femmes malvoyantes. Et donc, résultat des courses, ils ont engagé 20 hommes aveugles pour faire les écoutes téléphoniques à la police fédérale. Alors que franchement, c'était un poste où il n'y a rien qui nécessitait qu'il n'y ait que des hommes. Mais donc ça, c'est le poids des stéréotypes qui fait que... Et donc aussi au niveau communal, ça on a fait avec la commune de Saint-Josse à Bruxelles, c'est un petit travail sur la bibliothèque jeunesse, pour qu'effectivement au niveau des livres pour les enfants, il y ait aussi des livres pour les filles, et des livres pour les garçons, et des livres pour les deux. Et donc, il y a aussi un gros travail qui est fait sur les manuels scolaires, parce que là, on est parfois... c'est aussi téléchargeable sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça s'appelle Sexe et Manuel. Mais ce qu'on trouve encore à l'heure actuelle dans les manuels scolaires, et particulièrement dans les cours de langue, néerlandais, allemand, c'est à tomber à la renverse. Comme image, comme stéréotype, maman qui est à la cuisine et papa qui regarde la télé, les pieds sur la table du salon en lisant son journal. En 2014. Donc, c'est... Bon... Il y a, franchement, il y a de quoi faire. Mais aussi, par rapport à ça, l'importance, et c'est pas facile, parce qu'à l'Institut, on est 35. C'est la même chose pour le Conseil de l'égalité des chances. Si on met une annonce qu'on engage on peut mettre comptable, on peut mettre sociologue, on peut mettre traducteur, traductrice. Les gens voient Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et on ne reçoit que des CV, que des candidatures de femmes. Or, on essaye de faire des actions positives et d'avoir au moins notre tiers d'hommes à l'Institut, parce que notamment pour aller dans les syndicats, dans les entreprises, etc., c'est important que ça soit aussi porté par des hommes, mais ce n'est pas évident. Pour faire une discrimination salariale dans la fonction publique. Mais c'est un challenge de tous les jours. Merci. Commentaires, des réflexions, des questions sur tout ça? En fait, on se faisait la réflexion ici, que même dans vos exemples, vous avez pris beaucoup d'exemples polarisés aussi, finalement, alors que, c'est vrai qu'il y a des problématiques auxquelles les hommes sont confrontés de façon équivalente, et on aurait peut-être aimé entendre quelques exemples dans ce sens-là aussi, puisqu'on est dans cette démarche égalitaire, où on regarde un peu des deux côtés ce qui se passe, si vous en avez. Mais en tout cas, dans le cadre professionnel, c'est l'exemple que je citais tout à l'heure de l'homme périculteur, effectivement, n'est pas accepté dans les crèches. On a aussi des plaintes d'hommes qui se sont fait licencier parce
ils ont osé prendre leurs 10 malheureux jours de congé de paternité. Oui, ben c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'équipe de Luxels, hein, que d'après lui, les hommes sont encore plus pénalisés que les femmes. Bon, maintenant, les licenciements qu'on a eus parce que d'avoir prendre le congé de paternité, bon, les 3 cas qu'on a eus, c'était tous les 3 dans le secteur de l'informatique, en fait. Donc, je veux dire que sectoriellement, c'était c'était si on n'a pas. Maintenant, dans les quelques recherches qui existent par rapport au congé de paternité, c'est vrai que c'est dans les secteurs traditionnellement féminins que les hommes ont commencé à prendre beaucoup plus d'utiliser le congé parental, notamment dans le secteur de l'éducation, des maisons d'éducation et d'hébergement, dans la santé en général. Bon, maintenant, en tout cas au niveau du congé de paternité, c'est plus ou moins généralisé un peu. Maintenant, donc ça fait, le congé de paternité existe depuis 2002, et comme il est mieux rémunéré que le congé parental, le congé de paternité est globalement beaucoup plus utilisé au fur et à mesure des années. Il est relativement bien utilisé pour le moment, et donc nous, il y a 3 ans, on a fait une recherche en interrogeant des hommes qui sont devenus pères, et ce qui ressort de la recherche, alors que pour la plupart des pères, le congé est de 10 jours, la demande donc d'hommes qui sont devenus pères dans l'année où on les a interrogés, pour eux, le congé de paternité idéal, c'est 21 jours, et avec une demande pour qu'il y ait quelques jours juste au moment de la naissance ou juste avant. Puisque actuellement, la législation dit que c'est 10 jours à prendre dans les 4 mois de la naissance, mais c'est après la naissance. Et donc ce que ces 800 hommes ont mis en évidence, c'est qu'ils aimeraient bien un changement de législation pour pouvoir en bénéficier le jour de la naissance et juste avant. Mais non, effectivement, dans les plaintes, il y a, toute la presse en a parlé, le centre de fitness à Liège, qui du jour au lendemain a décidé de ne plus admettre les hommes. Et donc, il y a 23 hommes qui ont porté plainte parce qu'ils étaient refusés dans cette salle de fitness-là. Des services séparés, par exemple, il y a d'autres salles de fitness qui existent depuis des années. Je pense notamment à une salle à Waterloo qui a toujours été que pour les femmes, qui fonctionne la journée à Waterloo, et il n'y a jamais eu de plainte d'aucun homme qui voulait absolument aller dans cette salle-là. Je dirais que quand on compare globalement les plaintes qu'on reçoit, comme les plaintes d'hommes, c'est plus en bien et service, notamment par rapport à la situation économique actuelle, on a toujours l'impression que les plaintes déposées par des hommes sont un peu moins lourdes en termes de notamment conséquences financières à vie que celles déposées par les femmes. Mais en fait, ce que je dis l'engage que moi, c'est pas nécessairement la position de l'Institut, mais parfois on se dit que le temps qu'on a passé pour les plaintes du fitness à Liège, on le passerait plus utilement à d'autres choses.
Mais par exemple, des plaintes pour écart salarial, alors que les chiffres sont là, on en a vraiment très 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 peu. Parce que les femmes ont quand même la crainte de porter plainte et de perdre l'emploi qu'elles ont, même si c'est 500 ou 1000 euros en moins que leur collègue masculin qui est juste à côté d'elles. Et je pense qu'il y a aussi, on sent une différence culturelle qui vient sans doute de l'éducation par rapport au fait de porter plainte, qui semble-t-il quand même relativement différent chez les femmes que chez les hommes. Une part de l'égalité à laquelle moi je peux souscrire une bonne part de l'égalité à laquelle je peux souscrire sans problème, et notamment celle de l'égalité des salaires, de traitement, etc. Et en même temps, quand j'entends ce terme-là, il y a une part de moi qui se révolte contre le côté rouleau compresseur de l'égalité, quoi. Ça écrase un peu des spécificités. Enfin, il y a des choses de genre qui sont extrêmement intéressantes de mettre en avant comme des différences qui sont utiles et donc qui peuvent aussi se marquer dans des fonctions, dans des rapports de force, enfin, je sais pas. Et donc, est-ce qu'à force de chercher l'égalité, il n'y a pas quelque chose qui est écrasé et qui passe à la trappe? Mais égalité de traitement et donc notamment égalité de salaire, ça ne veut pas dire que toutes les femmes et tous les hommes doivent exactement faire la même chose de la même manière. Je pense que c'est là que je pense que quand on utilise le mot égalité, ça ne veut pas dire clonage ou similarité. Mais trop souvent, on ne voit pas non plus qu'il y a une diversité chez les femmes et une diversité chez les hommes. Je veux dire, toutes les femmes ne sont pas nécessairement semblables à toutes les autres femmes. Et par exemple, le 8 mars étant bientôt, on parle toujours de journée de la femme, généralement en plus avec une majuscule. C'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc, parce que je pense qu'il y a plusieurs types de femmes aussi, il n'y en a pas qu'une avec un grand F majuscule, quoi. Moi, la question qui me vient, c'est on met beaucoup en avant toute une série de discriminations qui existent effectivement. J'ai entendu des choses où peut-être parfois les hommes n'ont pas envie de donner leur place. Et je reviens à ce qu'Elena a dit, nous en tant que femmes, est-ce qu'on prend notre place et pourquoi est-ce qu'on ne la prend pas? Et je me demande si la problématique, au-delà d'imposer des choses, des quotas, etc., pour influencer, c'est pas d'abord au niveau des mentalités, d'essayer de mettre en avant pourquoi c'est important que la femme prenne une place dans certains domaines et quel est le rôle qu'elle a à jouer. Et que ce serait ça le moteur, c'est qu'on ait conscience que c'est important de prendre une place et comment la prendre avec notre spécificité. Et là, je reviens à ce que Marcel disait. Voilà. C'est dans le débat sur l'égalité. Je crois que en tant qu'être humain, il y a, et si on vit dans une société démocratique avec un état de droit, chacun, donc si on veut, s'il y a un désir de justice, il y a un devoir d'égalité derrière ça et qui se traduit dans des droits à l'accès aux besoins élémentaires, vitaux, et puis aux besoins de sécurité. Donc là, je pense que ça c'est en tant qu'individu et en tant que citoyen. Alors il y a la différence, mais la différence, il y a une fondamentale homme-femme. Qu'est-ce qu'on en fait? Et alors là, l'histoire nous montre qu'on est piégé, enfin, ou en tout cas on est habité, et j'étais vraiment étonnée de Thomas d'Ansembourg qui disait, mais notre logiciel, on est dans le patriarcat tous, et donc il y a des démarches et des mentalités à vraiment à
travailler pour justement se reconnaître dans une différence. Alors, au niveau de la différence des hommes et des femmes, qu'est-ce que ça donne? Je crois qu'il faut encore le travailler. Donc, mais il y a du boulot. Enfin, quand je vous entends, je trouve... Mais que c'est intéressant qu'une société à un niveau politique puisse porter cette dimension-là et attirer l'attention. Je pense que c'est de longue haleine. Les guerres ont fait beaucoup. Les aînés chez nous, quand on a fait une des études, elles disaient, mais pour vous, qu'est-ce qui vous rendait heureuse ou qu'est-ce qui vous rendait malheureuse? Et donc les aînés, donc des personnes qui ont autour de 80 ans, d'entre 70 et 80 ans, disaient, mais moi j'aurais voulu être comme mon frère. J'aurais bien voulu être un garçon. Beaucoup disaient ça. Je voulais aller à l'école. Donc, on voit d'où on vient. L'accès à l'instruction, il a pas 100 ans. Il n'a pas 100 ans. Donc, je pense qu'il y a du boulot à faire. Et alors, les guerres ont montré que les femmes étaient capables. Et puis, maintenant, il faut s'ajuster, quoi. Donc, voilà. Mais c'est un beau chemin. Et je pense qu'au-delà, alors, de l'égalité, de la prise de conscience de la domination, que pour passer de la domination à un respect des personnes, il faut passer par la justice et par l'égalité. Mais je pense aussi qu'on peut travailler ensemble une dimension alors qui est autre, qui est plus peut-être relationnelle, mais qui est du niveau de la bienveillance, qui est du niveau de la gratuité, qui peut être du niveau de la tendresse, qui peut être au niveau de l'amour. Alors quand on brasse tout ça avec nos différences mutuelles, ben peut-être que ça pourrait diminuer le côté froid et rigoureux du droit, de la justice. Parce que bon, il n'y a pas que ça, il y a l'autre chose. Et donc je pense que dans le chemin Alliance, il y a cette perspective-là aussi, et c'est ça qui nous bottait aussi à nous. Mais moi je voudrais juste dire un petit mot optimiste. Moi je suis dans le milieu universitaire, et je voudrais dire deux choses. Moi je suis chez les ingénieurs. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques dizaines d'années, une femme chez les ingénieurs, c'était un homme manqué et c'était très rare. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus et elles ont très bien leur place. Et elles sont souvent même meilleures que les garçons, mais enfin, ça c'est encore autre chose. Et Et alors j'ai beaucoup aimé l'intervention de l'étudiante parce que c'est la question que je voulais poser. Parce qu'on parlait, est-ce que les femmes, elles osent prendre leur place, etc. Bon, il y a un peu plus de filles que de garçons étudiants. Et si effectivement c'est vrai qu'à la FEF, mais aussi dans les élections pour les membres des conseils d'administration, etc., si c'est vrai qu'on retrouve au moins autant de filles que de garçons, eh bien l'avenir, il sera bon. On va dans le bon sens. Donc moi je suis plutôt optimiste. Non, et pour illustrer ça, quand on regarde, on a fait une publication qui s'appelle Femmes au sommet, et on regardait un petit peu la composition des différents ordres professionnels. Et donc, bon, les résultats ne correspondent pas toujours à l'image qu'on a dans nos têtes. Alors, effectivement, Ordre national des médecins, par exemple, aucune femme. L'ordre professionnel le plus féminisé en Belgique pour le moment, c'est les architectes. 44% de femmes. Donc, parfois, faire le travail des chiffres, ça donne quand même des informations intéressantes. Bon, en tout cas, les quotas, nous, on considère ça comme un mal nécessaire, mais à soi tout seul, c'est certainement pas suffisant pour faire avancer les choses. Et donc, quand il y a eu la loi sur les quotas dans les conseils d'administration, on a aussi demandé et veillé à ce qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et notamment, il y a un projet qui s'appelle Women on Board,
qui est vraiment un vivier avec les femmes candidates pour siéger dans ces dans ces conseils d'administration. Ça évite aussi que les entreprises disent ah ben on n'en trouve pas, on ne sait pas où les trouver. Ben, le vivier est là. Et ça permet aussi à ces candidates de se retrouver en réseau et de s'entraider, etc. Et donc, c'est des mesures d'accompagnement qui sont aussi nécessaires que les quotas. Et alors, juste un petit mot, ben, là où on retrouve les caricatures de tout ce qu'on a dit ce soir, c'est dans les publicités. Hein. Je veux dire que là, c'est le... Et bon, c'est vrai que bon, il y a le jury d'éthique publicitaire, il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel, etc. Et je trouve que bon, il y a ces mécanismes d'autorégulation, mais où, enfin, moi pour le moment je suis effrayée, c'est notamment dans les publicités à la radio. Comme c'est là que ça glisse et que ça martèle vraiment les modèles anciens, traditionnels, qui effectivement dominent et légitiment la domination.